Ça va et toi? Ouais, super. Un grand merci Ouais, bah avec plaisir. d'avoir accepté Merci l'invitation. Alors, juste avant de te présenter rapidement, n'hésite pas à parler proche du micro. Ok, ça marche. Histoire que Je peux le rapprocher un Tu peu. peux le rapprocher, tu Ok, te mets à super. l'aise. Tu verras, ici, on est avec le chat, on est en famille. Ok. C'est vraiment des gens bienveillants. Et on est comme dans un café. C'est comme toi, on est là, on discute, on va parler de ton métier, de toi, Ok. de façon tout à fait cool. Parce Des que, season pass sur les jeux de combat. ouais, on a Ouais, parlé je de suis son passe chaud. au jeu de combat. Ouais, mais. C'est Ouais, parti. C'est ouais. hyper intéressant comme débat. Mais pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Donc, tu t'appelles Decil. Est-ce que ça se prononce Decil? Decil, ouais, c'est ça exactement. Parfait. Decil Basmadjan. Tout à fait. Chief Creative Officer chez Focus Entertainment. Focus dont on entend beaucoup parler ces jours-ci. Tout à fait, ouais. Alors, tu pourras me dire... tac, moi j'ai le chat ici, donc je vais prendre Ok. les questions. Est-ce que... Alors, qui es-tu? Quel est ton parcours déjà? On va commencer comme ça. Mon parcours, ah ouais. N'hésite pas à te Carrément. rapprocher, hein, vraiment. Tu peux avancer la Ok, ça chaise, marche. mets-toi à l'aise, vraiment. On va parler un peu comme ça. Ouais, très bien. Ok, donc mon parcours, il est assez simple. Finalement, moi, je viens plus de la réalisation et des effets spéciaux, Ok, donc donc, de la post-production. ok. Donc, et c'était déjà chez Focus à l'époque ou bien Non, pas non, du en tout? indépendant pendant Ok. une dizaine d'années. Donc plutôt, je travaillais beaucoup dans le clip et aussi un petit peu dans la mode, le luxe. Ok. Avec voilà, des clips pour différents artistes aux US. Il y avait Tyler, the Creator, il y avait 2-3 projets sympas. Excellent. Et en France, un peu avec du Gims ou d'autres trucs comme ça, quoi. Mais plutôt en superviseur effets spéciaux. Et j'ai toujours été un énorme joueur de jeux vidéo, toujours passionné, mais j'étais pas forcément dans cette industrie. Et c'est à peu près il y a 7 ans que j'ai eu la chance de réaliser les cinématiques pour un jeu qui était dans l'univers de Warhammer 40 000 qui s'appelait Battlefield Gothic Ok, je connais de nom, mais j'y ai jamais joué. et qui était édité par Focus. Ok. C'est comme ça que j'ai rejoint Focus par la suite pour du coup diriger un petit peu l'équipe vidéo, la réalisation des trailers, l'écriture des scripts. Et de fil en aiguille, ça a évolué, directeur de création, donc la partie éditoriale, graphique aussi. Et finalement, aujourd'hui, je m'occupe un petit peu finalement de tous les sujets créatifs. Et il y en a beaucoup dans le métier d'un publisher. Donc ça va être de l'accompagnement de studio sur des sujets, par exemple, comme la mise en scène, comme l'éclairage dans leur jeu, la narration. Ça va être évidemment la façon dont on va communiquer sur les jeux du catalogue. Et aussi, bien sûr, il y a toute une réflexion sur la ligne éditoriale, sur le type de partenaire avec qui on a envie de travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, actuellement, on est dans une super bonne tendance pour Focus, avec Plague Tale qui vient de sortir, Evil West qui vient de sortir, on a Black Tail le 15 décembre, les Game Awards qui arrivent la semaine prochaine, et Atomic Heart le 21 février. Donc, on commence à avoir vraiment un line-up qui est super et dont on est très, très fiers actuellement. Et tu parlais tout à l'heure de ligne éditoriale de Focus. Comment tu pourrais la définir, cette ligne éditoriale? Alors justement, on a fait tout un travail récemment sur la clarification de cette ligne éditoriale parce que c'était pas évident d'avoir des énormes jeux comme Space Marine 2 à côté après de petites perles indées comme Dordogne ou Shady Part of Me. Et du coup, on a fait une clarification de cette ligne éditoriale en la séparant en 3 catégories. Donc on a ce qu'on appelle la Focus Series qui sont un petit peu les plus gros projets à l'intérieur desquels tu vas avoir toute une catégorie qui est plutôt action, Hollywood, avec Evil West par exemple, et une catégorie qui est un petit peu plus HBO, Dark Fantasy, j'ai envie de dire, à la Plague Tale Requiem, à la Vampire aussi, qui pourrait rentrer là-dedans, et peut-être le prochain jeu de Dontnod, qu'on annoncera je ne sais pas quand. Et voilà, et dans la ligne indé, c'est là où on va prendre un petit peu plus de risques éditoriaux, donner leur chance à des jeunes créatifs indépendants. On a Chance of Scénar, par exemple, qui est un petit studio français qui crée un super jeu à la direction artistique inspirée d'illustrateurs comme Moebius, comme Schuiten, qui est super. Il y a Dordogne, évidemment. Et il y a des choses un peu plus irrévérencieuses aussi, pour le côté un peu plus action. Donc, c'est ce qu'on avait, par exemple, avec Bolt Gun, qui est un shooter, un rétro-shooter dans l'univers de Warhammer 40 000, qui sort l'année prochaine. Et voilà, donc après, ce qui nous définit au-delà de ces classifications, c'est vraiment que nous, on se positionne, si tu veux, un peu comme une alternative aux offres mainstream traditionnelles. Ok. Aujourd'hui, il y a pas mal de gamers qui commencent à avoir une certaine éducation du jeu vidéo, dont je fais partie, qui en ont peut-être un petit peu marre de jouer un petit peu aux mêmes recettes, à des jeux qui ont... Voilà, tous les jeux n'ont pas forcément besoin d'avoir 100 heures de jeu, des quêtes annexes, du DLC, du live ops, des choses comme ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir justement ce sweet spot un petit peu en termes de budget et en termes de scope, qui nous permet en fait de prendre des risques que les super productions peuvent pas se permettre de prendre, et tout en ayant quand même une qualité qui se rapproche d'un triple A. Pour moi, un Plague Tale Requiem aujourd'hui, en tout cas au niveau visuel, au niveau de la qualité de l'acting, de la narration, c'est pas si loin d'un triple A. Après, on va jouer sur la quantité, mais voilà, Plague Tale serait probablement un projet qui aurait été trop risqué
pour une énorme super production. Ok. Parce que ça se passe en France, parce qu'on joue des enfants, alors que c'est un jeu 18+. Enfin, pardon, Ouais. excuse-moi, t'as Ouais, non, mais en fait, ce que tu as parlé d'énorme production, et en fait, est-ce que. Donc, tu parlais de production. Est-ce que la partie production, est-ce qu'on peut dire que toi, tu es producteur aussi ou pas du tout? Oui, bien sûr. On Ok. peut, tout à fait. Ouais, il y a des similitudes avec le métier de producteur dans le cinéma. En fait, Justement, c'est la question que j'allais te poser parce Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent littéralement producteur jeu vidéo et producteur cinéma, c'est-à-dire juste celui qui, au cinéma, producteur exécutif, il donne des thunes, quoi. oui, oui, mais après, il y a aussi un travail d'accompagnement. D'accord. Justement d'accompagner le créateur justement pour qu'il puisse exprimer pleinement ses idées tout en ayant aussi une conscience finalement des contraintes du marché et aussi de la réception du public. Donc nous en tant qu'éditeur, notre travail c'est on a 3 départements principaux. Aujourd'hui on a à peu près 200 personnes à Focus à Paris dans le 19e. Sur les services d'édition. Et Focus, c'est 100% français. C'est 100% français, ouais. Donc c'est pour ça qu'un jeu comme Plague Tale Requiem, par exemple, c'est édité par un éditeur français, développé par un studio français. Donc voilà, c'est bio. C'est bio. Vous pouvez en consommer sans hésitation. Et donc du coup, en fait, nous, on a un département production qui est le plus gros département de Focus. On va avoir une centaine de personnes. Ok. Et en fait, ces personnes-là vont être un petit peu les meilleurs amis du développeur, vont les aider déjà peut-être à résoudre des problématiques techniques, parce qu'on a l'avantage de travailler sur plein de projets, donc on a plein de problèmes qu'on a l'habitude de traiter, donc on peut être de bons conseils là-dessus. Et attends, tu parles de meilleur ami du producteur, je trouve ça très drôle parce qu'en fait, quand on fait le comparo avec le cinéma, Ouais. souvent, enfin, en tout cas, de ce qu'on en entend d'un point de vue extérieur, moi Ouais. qui suis juste un consommateur basique, c'est pas trop les meilleurs amis, c'est même ceux qui viennent trancher et qui viennent plus dire. C'est pour ça que tu as des director's cut qui sortent par-ci par-là ou des Oui, c'est machins. vrai. Nous, on essaye de ne pas rentrer dans cette case-là. Évidemment qu'il y a une relation publisher-développeur qui peut parfois être un petit peu mal vue, mais aujourd'hui, la plupart des éditeurs de jeux vidéo, ça reste des passionnés de jeux vidéo, tout en tant que les développeurs. Et je pense que le mythe de l'éditeur diabolique, en tout cas à Focus, il n'existe pas. Nous, on est vraiment tous animés par le même désir, c'est de créer un jeu qui n'existe pas et qui soit bien pour les joueurs. Par contre, c'est sûr que parfois, il y a des réalités qu'on est obligé d'énoncer qui peuvent être perçues d'une certaine manière. Mais après, notre rôle, en tout cas, c'est jamais d'imposer une vision créative. Nous, on ne fait pas de work for hire, comme certains éditeurs qui sont... Voilà, on a fait des études de marché précises, on sait qu'on veut targeter ça, je vais prendre un studio, je vais faire un jeu qui n'a pas d'âme. Nous, c'est pas ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec des développeurs qui ont une vision forte, qui ont envie de la défendre, mais qui ont aussi des capacités techniques pour l'exécuter. Parce qu'un jeu vidéo, c'est extrêmement complexe à faire. Ouais. Donc là, il y a forcément un travail de suivi. Malheureusement, les retards sont fréquents, parce qu'il y a un aspect qu'on sous-estime par rapport au cinéma, qui est le côté recherche et développement, la R&D. Donc c'est vraiment une prouesse technologique, un jeu vidéo, avec plein de problèmes à résoudre. Et nous, on est là pour les aider à résoudre les problèmes. Et bien sûr, après, il y a des problématiques financières. Donc il faut s'accorder là-dessus. Ouais. Et justement, Evil West, j'ai commencé à y jouer, j'ai fait quelques heures dessus, Ouais, cool. sur lequel je m'amuse bien. En plus, tu vois, c'est le genre de jeu avec un côté technique et du dash, du just frame, du juggle. Moi, c'est clairement ma cam. Cool. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait eu une communication sur Evil West autour de... On parlait tout à l'heure de Season Pass, ce genre de choses. J'ai vu que vous aviez mis spécifiquement en avant le fait que, ouais, ce jeu-là, DLC, c'est non, Season Pass, c'est non. Vous avez le jeu, bam, tenez, c'est pour vous, pas de surprise. Et c'est tout. Et c'est vrai qu'effectivement, dans le menu, il n'y a pas du tout... Il n'y a pas marqué boutique ou bien DLC ou ce genre de choses, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, pour être complètement transparent avec toi, quand on a commencé à publier des trailers de gameplay sur le jeu, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient « Oh là là, on dirait un jeu PS3, génial !» Ils étaient trop contents de revoir un truc simple finalement où t'arrives, t'as de l'action, ça se prend pas au sérieux, ça prétend pas être autre chose que ce que c'est, juste un jeu d'action fun. Et donc du coup, nous on avait décidé justement dans la communication, juste un peu avant la sortie, de faire un trailer avec Danny Trejo, Machete pour N'est-ce ceux pas qui connaissent, dont je suis un énorme fan, donc c'était très très cool. Et donc du coup en fait finalement de prendre le contre-pied de cette tendance-là et du coup finalement d'assumer à 100% le fait que ce jeu était un hommage
au jeu peut-être d'une ère passée. Et du coup, voilà, super fier d'avoir pu travailler avec cet acteur et on s'est vraiment éclaté comme des petits fous sur le tournage, c'était génial. Et ça, je pense que ça nous correspond assez bien finalement de prendre un petit peu le contre-pied de ce que font les gens les plus mainstream. Et il y a beaucoup d'autodérision aussi dedans. Je sais pas si vous voyez le trailer, mais le personnage qui lui vend justement les DLC, les choses. Il a un petit logo comme le Apple versus Apple versus Windows il y a quelques années. Ça, excellent. Mais il a un petit côté focus, tu vois là les petites cartes qu'il lui donne, il y a le logo focus dessus aussi. Donc on est aussi dans l'autodérision. On se moque un peu de nous-mêmes sur le côté publisher véreux et je pense que les joueurs ont apprécié, en tout cas on a eu beaucoup de plaisir à créer ce spot. Et j'ai une question de... Désolé les amis, je vous oublie pas, hein, je lis toutes vos questions, je vais revenir en arrière d'un petit moment, mais j'ai une question de Zaoni Rinku qui dit, est-ce que c'est le studio qui a décidé cette démarche de pas de DLC, etc., ou bien est-ce que c'est Focus qui a décidé, ou bien est-ce que c'était le modèle économique, en gros, comment est-ce qu'il a été... Qui a décidé en premier, qui a été d'accord, qui a dit ah oui plutôt ceci que cela. C'est vrai que beaucoup de fois on va avoir des développeurs qui ont une vision créative, qui savent ce qu'ils veulent en termes de core gameplay, qui savent ce qu'ils veulent en termes d'ambition, d'univers, mais par contre ils n'ont pas forcément de connaissances marché sur les avantages et les inconvénients en fonction des genres de jeux, à faire soit des DLC, soit des campagnes, soit des extensions, soit du live ops. Il y a des jeux qui s'y prêtent, il y a des jeux qui s'y prêtent pas. C'est sûr que sur un jeu premium solo comme ça, c'est pas forcément le format le plus adapté pour avoir ce qu'on appelle du live ops, donc beaucoup de contenu additionnel par la suite. C'est beaucoup plus propice avec les jeux multi. On parlait des jeux de combat tout à l'heure. Il y a toute la scène compétitive autour du jeu de combat qui fait que tu as besoin d'un rafraîchissement aussi dans le gameplay, dans la méta, dont tu n'as pas spécialement besoin finalement sur un jeu solo. Je crois que God of War, ils ont annoncé par exemple qu'il n'y aurait pas d'extension ou de DLC. Je ne sais pas s'il y en aura pour Last of Us 2 par exemple, mais c'est le genre d'expérience où tu t'y attends pas forcément. Ça peut être une extension de l'histoire, mais c'est pas quelque chose qui va forcément amener des nouveaux joueurs en fait. Ouais. Et alors, il y a beaucoup de gens qui attendent Atomic Heart. Oui, vraiment moi beaucoup. aussi. Là, dès que t'as dit Atomic Heart, j'ai vu le chat, c'est... Les cœurs mécaniques se sont emballés. Ah ouais, j'ai vu ça direct. Alors question pour Plague Tale Requiem. Personnellement, je pense que j'ai la réponse, mais j'ai hâte d'avoir ta réponse dessus. Qu'est-ce qui le différencie encore d'un AAA ? Qu'est-ce qui le différencie d'un AAA ? Déjà, une des choses les plus importantes, c'est l'univers, c'est la promesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Plague Tale, c'est quand même un jeu qui se positionne en termes de promesse dans quelque chose qui serait difficile à accepter pour des super productions parce que considéré comme trop risqué. Si tu vois le point de vue purement financier et marketing d'un autre éditeur, il pourrait se dire qu'on joue des enfants alors que c'est un jeu 18+, donc déjà tu vas pas avoir forcément la synergie en général de gens qui jouent des personnages qui correspondent à leur âge ou à leur audience. T'as des rats partout, alors qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui ont la phobie des rats, donc tu te dis c'est quand même un petit peu risqué d'aller là-dessus. Et ça se passe en France, qui nous on peut en être très fiers justement, mais qui n'est pas forcément le territoire le plus mainstream pour une audience internationale, principalement aux États-Unis. Donc voilà, ça peut être des warnings. Ensuite, on a aussi quand même un genre de jeu, plus dans le premier que dans le second, il commence à y avoir un petit peu plus de variété dans le gameplay, plus d'options pour le joueur en termes de lui, comment il va agencer ses actions, mais ça reste quand même un jeu qui a un fort élément narratif au cœur même du gameplay, au-dessus duquel bien sûr il y a du puzzle solving, il y a des choses comme ça, mais c'est pareil, c'est pas forcément les styles de jeu les plus mainstream quand tu compares à des shooters à la première ou à la troisième personne où là tu sais que il y a beaucoup plus de gens qui aiment ce genre de jeu. Donc il y a tout un travail pour convaincre les joueurs de jouer au jeu. Maintenant, visuellement, là, on peut voir les images. Pour moi, les différences avec un AAA sont très faibles, en tout cas visuellement, mais ça, c'est la magie d'Asobo. Ils sont juste exceptionnels au niveau technique, c'est vraiment des monstres. Et aussi, la différence avec un AAA, là, je viens juste de finir God of War Ragnarok en Give Me God of War. Donc, toi qui aimes bien les challenges, les perfect paris et les trucs comme ça, là, c'est Sekiro, quoi. C'est Sekiro à voir. Et God of Sekiro, et j'ai adoré, mais tu vois que là tu vas avoir
des dizaines et des dizaines d'heures de contenu additionnel en plus. Franchement, quand j'en étais à la moitié, je m'étais dit, ok, par exemple, si ça avait été Plectel, à la moitié, ça serait déjà à la fin. Donc et là, on nous rajoute encore des mécaniques, on nous rajoute des personnages. Les animations sont à tomber par terre dans God of War Ragnarok aussi. Donc voilà, ça va être sur l'envergure du projet. La plus grosse différence. Ok, la différence majeure, c'est en gros, c'est l'envergure globale, et qui dit envergure dit aussi financement global aussi. Oui, bien sûr. Sur God of War, je pense qu'on est à plus de 100 millions d'euros de développement, alors que Plectel, je ne sais pas si je peux dire les chiffres, mais on va dire en termes de range, on est au-delà de 10 millions d'euros, mais on est bien en dessous de 30 millions. Ok, d'accord. Super intéressant. Merci de dire, même quand tu ne sais pas si tu peux dire, c'est sympa. Je donne une fourchette, voilà. T'as donné une fourchette, c'est cool. Tac, j'ai vu des trucs. Alors, est-ce que le côté pas triple A, ça moi je trouve c'est intéressant comme question, c'est Warzeo qui l'a... Ah non, c'est pas Warzeo, c'est GPIF. Est-ce que le côté pas triple A permet de prendre des risques, s'autoriser le mauvais goût, l'humour noir, le gore, les tétons par exemple? Quelle question précise. Bien sûr que ça nous permet justement d'explorer des genres qui sont plus clivants. Bien sûr, c'est clair, et ça c'est une de nos forces aussi. Alors je dirais pas pour le dernier point qui a été mentionné par PIF ou GPIF, mais oui, bien sûr, évidemment, et ça permet aussi d'explorer des styles de gameplay qui sont différents. On a par exemple Art Space Shipbreaker, qui est un jeu réalisé par Blackbird Interactive, qui avait fait Homeworld Desert of Karak, et là ça nous met dans la peau d'un scavenger de vaisseaux spatiaux dans l'espace, qui doit du coup recycler des morceaux de vaisseaux spatiaux pour payer sa dette à une méga corporation interplanétaire qui le clone sans cesse pour qu'il travaille plus, et en fait là le gameplay même du jeu, c'est quelque chose qui n'existait pas, tout simplement. Donc là-dessus on va bien évidemment prendre des risques, et oui, bien sûr que c'est même, j'ai envie de dire, c'est presque notre raison d'être finalement, de proposer quelque chose qui se démarque. Je pense que ça, c'est nous aussi notre travail, où on commence à mieux comprendre aussi ce qui fait notre force, ce qui fait la force de notre ligne éditoriale. Je dirais que par le passé, ce qu'on appelle du coup les AA, donc le mid-range publishing, nous on a un peu souffert finalement dans la comparaison avec les AAA. C'est sûr que si tu essayes de faire un open world RPG, tu feras forcément moins bien que The Witcher si tu n'as pas beaucoup de budget. Par contre, si tu te focalises sur un genre de jeu qui est peut-être un peu plus facile à produire, ça souffrira moins de la comparaison. C'est pour ça que Evil West, on n'a pas essayé d'ajouter 100 heures de contenu additionnel, des quêtes annexes, etc. On a préféré proposer aux joueurs quelque chose de vraiment solide, peut-être un petit peu plus court, mais qui n'a pas à rougir de la comparaison en termes de 3C, pas en main de ce que tu as. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ok. Alors, j'ai trouvé une question intéressante de Litilus, qui demande, est-ce que c'est plutôt Focus ou les studios qui poussent pour des suites, par exemple? Ça peut dépendre. En fait, il y a énormément de critères. Déjà, le succès du jeu va en être un. C'est marrant parce qu'on a constaté qu'à un moment, le fait d'enchaîner des suites, c'était très efficace, et que peut-être que maintenant, il valait mieux attendre un petit peu avant de lancer un deuxième opus. C'est ce qu'on a constaté par exemple entre Surge 1 et Surge 2, où on s'est dit finalement... The Surge. Ouais, The Surge. Oh là là, mais quel excellent Souls-like. Moi, j'ai adoré. Avec Deck 13 d'ailleurs, ils sont à Focus cet après-midi, donc c'est mon meeting après. On va oh là là, mais fallait les emmener. Moi j'aurais bien aimé discuter avec eux, tiens. Passe. Tu peux passer après. Justement, on va se pencher ensemble sur Atlas Fallen, qui est leur prochain jeu. Donc là, ils ont quand même un combat qui est hyper poussé. Ça fait partie de leur marque de fabrique. Mais ils ont essayé de faire quelque chose qui est plus proche d'un Devil May Cry en termes de gameplay que d'un Souls-like, où tu vas avoir vraiment du combat aérien, t'as pas de stamina, tu peux vraiment enchaîner les attaques. Et voilà, donc dans le trailer de reveal qu'on a fait à l'Opening Night Live, je sais pas si vous voyez ton écran ou pas. Yes. Donc, du coup là on présente un petit peu l'univers, donc on est sur un univers un petit peu plus coloré, un petit peu plus plus relaxant d'une certaine manière, parce que c'est vrai que quand on a vu à l'Opening Night Live toutes les annonces avec Jeff Keighley, c'était que du dark horror, sci-fi, espace horreur, exact, comme tu dis, donc là, sci-fi je suis horror. content qu'on ait fait ça, parce que ça change un petit peu. Donc en fait ça se passe dans une version alternative de l'Europe médiévale, genre sur Terre 256 quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en l'an 600 et quelques quoi. Et du coup on a des espèces d'entités qui viennent dans les cieux, qui sont considérés comme des dieux par les habitants. Là on peut voir dans le ciel, qui sont arrivés, qui ont absorbé
recréer l'intégralité de l'essence et de la matière de cet environnement médiéval. Et donc du coup, nous on arrive 200 ans après cet événement. Et donc du coup, on a tous les critères de l'heroic fantasy quelque part, avec des chevaliers, avec des paladins, avec des héros. Mais du coup, dans un univers qui est rempli finalement de sable ou même de poussière. Et nos personnages principaux, donc il y a un caractère créateur, on peut créer son propre perso. Et ils sont armés d'un... Contrairement à The Surge, du coup. Alors si, dans The Surge, tout à fait, on jouait Warren. C'est ça, et dans le 2, on peut créer. Exact, c'est vrai. Dans le 2, on pouvait créer. Et là, du coup, en fait, on est armé d'un catalyste, donc c'est le gros gantelet qu'ils ont là sur la main droite, qui leur permet d'absorber l'essence autour d'eux et du coup de créer des armes, en fait, qui vont pouvoir shape-shifter entre plein de trucs différents. Donc on a un gameplay hyper dynamique où par exemple ton arme tu peux faire un coup comme ça avec une hache et l'attaque d'après ça va être un fouet de 3 mètres de long, ensuite switcher avec une épée à deux mains et tout ça de manière dynamique et avec un système de gameplay qui s'appelle la momentum bar qui fait qu'en fait ton arme elle évolue plus tu donnes des coups, plus tu réussis des combos, elle grandit en taille et au bout d'un moment quand tu as assez de puissance tu peux décider de unleash l'intégralité de ta puissance pour briser des parties de l'ennemi, récupérer des morceaux de craft. Alors ça c'est The Surge. Hunter, oui, The Surge avait ça aussi. Et pareil, alors dans The Surge, j'ai plein de trucs qui se passent dans ma tête en même temps. Là. En fait, dans The Surge, tu sais que quand j'ai vu ce trailer-là, je me suis dit ça a l'air cool et tout, mais j'avais pas du tout percuté que c'était Dex 13 qui... Si, tout à fait. C'est vrai que là, ça change d'univers. Là, ça a augmenté mon niveau de hype parce que moi, j'adore, j'ai adoré The Surge. Et je me demandais... D'ailleurs, The Surge, c'était considéré comme c'est dans quel range en termes de AA, AAA, etc. Parce que moi, j'avais l'impression que c'était un AAA, The Surge. Bah non, pas du tout. Hein. On est à peu près dans l'équivalent de ce qu'aurait été Plague à l'époque, parce que je pense qu'on peut dire que les budgets de développement ont pas mal augmenté ces dernières années. Parce que les attentes des joueurs, parce que la technologie, en fait, voilà, c'est pour pouvoir finalement exploiter toute la puissance d'une PS5 ou d'une Xbox Series X ou S, il faut aussi des assets qui soient en plus haute résolution, il faut que tu puisses afficher des choses qui soient belles à voir. Et du coup, en fait, les attentes des joueurs, surtout sur les jeux qui sont en 3D, on va dire simplement, sont beaucoup plus élevées techniquement. Bien sûr. Vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure, vous parliez avec Henri et moi j'étais révolté et j'étais en mode non, un flingue dans un DLC, c'est pas du tout pareil qu'un personnage dans un jeu de combat. Merci. Et en fait, et vous voyez, et Décile, là tu es en train de... J'aurais dû parler de Star Ocean 6 tout à l'heure. Et en fait, la comparaison que tu fais entre les attentes des joueurs, le niveau technique minimum recommandé, et donc les choix à faire dans là où on met du budget et l'argent nécessaire, retenez bien ce moment parce que la semaine prochaine, on va parler de Star Ocean 6 et à mon avis, le cœur du problème peut se trouver aussi à ce niveau-là dans le jeu. Alors, est-ce que je peux préciser ce qu'est un triple A? Ok. Est-ce que Décile peut préciser ce qu'est un triple A, double A et un A? Comment ça? AB? Alors, un A, donc ce serait un indé, mais en gros, les classifications dans le jeu vidéo, c'est un peu complexe. Il y a plein de définitions. Il y a même qui parle de quadruple A, j'ai entendu parler de quadruple A aussi. En gros, pour faire simple, mais alors c'est vraiment très très subjectif. Alors, on va dire au-delà de 90 millions, 100 millions, c'est du quadruple A pour moi. D'accord. Même si ça peut aller encore plus loin. On parle de production Rockstar, quoi. On parle de Red Dead Redemption 2, on parle de GTA 5. Peut-être même plus que 100 millions, peut-être plutôt 120, 130. Tout ce qui va être pour moi entre 40 et 100 et quelques, là on est sur du triple A. Après c'est sûr qu'un triple A à 40 millions d'euros, ça va être un triple A forcément un peu moins ambitieux qu'un 100 millions d'euros. Et pour tout ce qui est le mid-range, je dirais que c'est entre 6-7 millions de développement et 25-30 quoi. Après, on peut avoir c'est pas des règles précises et surtout il y a des choses aussi où peut-être même le style de jeu, le genre de jeu peut être considéré parfois. Il y a une dénomination qui s'appelle le triple I aussi. D'accord. Mais là c'est genre indé mais c'est des genres de jeux. Alors il y a deux définitions, c'est pour ça que personne n'est d'accord là-dessus. Ça pourrait faire l'objet d'un grand débat, mais c'est soit des jeux à la Hades ou c'est des genres de jeux top-down, action, roguelike qui sont plutôt réservés normalement à l'indie. Où là, il y a un gros budget qui est mis dessus, il y a des énormes efforts qui sont mis dessus, et là, on pourrait parler de triple I, parce que c'est un indépendant triple A, entre guillemets. Je pense à la même chose sur un Ori and the Blind Forest, qui est un jeu avec une production value qui est dingue. Je pense que Ori coûte beaucoup plus cher que The Surge, par exemple, pour te donner une idée. Et The Surge 1. Et voilà, et après t'as tout ce qui est... mais par exemple, si t'écoutes Ninja Theory, pour eux, Hellblade, c'est un triple I.
alors que pour moi, c'est plutôt un triple A, un double A. Donc voilà, c'est compliqué. Il y a un côté un peu subjectif. Mais ça vous donne un peu une idée. Et après, tout ce qui est en dessous, ça va être l'indie, où là, pour moi, c'est des budgets. Et nous, on en fait aussi. Voilà, notre ligne Indie Series, c'est exactement ça. Ça va être des budgets de développement qui peuvent aller de limite presque gratuit, quelqu'un dans son garage, à 5-6 millions d'euros. Mais c'est vrai que ça va rarement au-dessus. Ok, d'accord. Alors, j'ai vu des questions. Bon, c'est une question de coup de génie, même si moi, je pense que j'ai la réponse, parce qu'on a eu au moins un exemple récemment sur le Game Pass. Qu'est-ce qu'on en pense chez Focus ? Le Game Pass, on a pas mal de partenariats avec Microsoft là-dessus. Par exemple, Plectel Requiem est sur le Game Pass Day One. Donc, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Ce qui est sûr, c'est que ça donne accès au jeu à plus de joueurs. Surtout quand c'est pas une exclusivité. Ouais. Nous, ça nous plaît quand même assez en tant qu'éditeur que l'intégralité de nos joueurs, quelle que soit leur plateforme, puissent jouer à nos jeux. Donc on est un petit peu réticent en règle générale, mais bien sûr il y a des exceptions au fait de réserver nos jeux à seulement une seule plateforme. L'avantage du Game Pass, c'est que la plupart, en tout cas nous, des accords qu'on a eu avec Microsoft font que, par exemple, Plectel Requiem est certes sur Game Pass le premier jour, mais il est disponible aussi sur PlayStation et il est disponible aussi bien sûr sur Steam. Et ça nous plaît. Maintenant, l'évolution, aujourd'hui le Game Pass, je dirais que ça donne beaucoup de visibilité à nos jeux, ce qui est bien. Évidemment, il y a des contreparties de la part de Microsoft qui permettent de sécuriser les projets en amont, donc ça permet parfois de prendre plus de risques, ce qui est quand même une très très bonne chose. D'ailleurs, parenthèse, question en plein milieu de ton explication. Un deal, entre guillemets, Game Pass, il se situe où dans la production d'un jeu ? Enfin, par exemple, pour Plectel, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, mais histoire que moi, j'ai une idée de à quel point est-ce qu'on se dit, OK, on peut prendre des risques, et à quel moment est-ce qu'on se dit qu'on peut prendre des risques, par exemple ? C'est un peu comme nous avec la signature de nouveaux jeux. D'accord. Ce qu'on préfère, c'est d'accompagner les développeurs dès la phase de concept, quand on peut encore un petit peu les aider à créer un petit peu la promesse ensemble et les accompagner. Mais ça peut arriver parfois, comme c'est le cas avec Atomic Heart, que finalement le jeu arrive, il est déjà bien avancé dans son développement, et là le développeur va surtout avoir besoin de nous pour tout ce qui accompagne la sortie d'un jeu d'un point de vue technique. Par exemple, avec nous, on a tout un département qui s'appelle le Release Management, qui sont des spécialistes justement de toutes les certifications qu'on doit faire pour sortir sur console, de toutes les choses à prendre en compte, et c'est un travail énorme, donc les développeurs ont besoin de ce savoir-faire-là qu'on leur procure. Du debug aussi bien sûr avec notre département interne de QA, et à côté de ça beaucoup les services de marketing aussi. Ça veut dire que nous on a une équipe de 50 personnes à peu près au département communication de Focus, et nous on va aider à faire des trailers, on va aider à faire des campagnes promotionnelles sur les réseaux sociaux, sur la télé, en ligne, et du coup c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. Donc en fait il y a tous les cas de figure possibles, et avec Microsoft c'est la même chose. Ok, donc ça c'était un exemple pour Atomic Heart par exemple, c'est intéressant. Quand tu es arrivé, toi, chez Focus... Non, alors attends. Je regarde d'abord... Alors ça, c'est une question très intéressante. En vrai, moi, Indigo, je ne sais pas si pour répondre à celle-là. Je la tente, pour toi. Comment ça se passe pour l'éditeur quand, par exemple, Epic veut offrir un jeu gratuitement ? C'est pareil, c'est des questions de deal spécifiques. Ouais, il y a apparemment de secrets là-dedans. C'est comme, pour tout accord de ce genre, il y a des contreparties. La plupart du temps, c'est des contreparties financières. Et donc, quand Epic a essayé de s'installer comme plateforme concurrente de Steam, avec les moyens qu'ils avaient, ils ont été extrêmement généreux avec beaucoup d'éditeurs, de développeurs. La tendance est en train de changer un peu maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'âge d'or comme ça où Epic a été très bienveillant, on va dire, avec leur notamment 12%, partenariat avec l'Unreal Engine, et puis j'imagine ils donnaient effectivement pour avoir des jeux dans leur plateforme pour attirer des gens. Forcément, t'es un peu plus présent, t'es un peu plus généreux. Quoi. Bien sûr, la question est de savoir si maintenant qu'ils ont attiré des gens, ils continueront, donc l'avenir nous le dira. C'est ça. J'imagine qu'on saura notamment d'ici Noël, parce que chaque année à Noël, il faut quand même de grosses offres. Ouais. On avait eu les Tomb Raider, on avait eu les Batman, on avait même eu GTA 5 à un moment donné. Merci pour cette réponse franche. Et il y a Bouclier Divin qui dit qu'il a découvert Plectel sur la Game Pass. Donc en fait, et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et tout à l'heure, j'ai vu une question, je ne sais pas si c'est toi, Far Ketchup, qui l'avait posée, mais j'ai vu ta question à l'instant et je vais essayer de faire une combinaison des deux, même si tu as un petit peu répondu. Hein. Il demandait, en fait, c'était la façon...
tu m'as dit que vous aviez retravaillé sur votre ligne éditoriale de façon relativement concrète. Et tout à l'heure, j'ai vu une question passer, je ne sais plus de qui c'est, je suis désolé, qui disait est-ce que le focus de Focus, waouh, formidable, c'est plus du jeu narratif ou bien. Tu nous as donné 2 contre-exemples tout à l'heure avec notamment le jeu de nettoyage de vaisseaux spéciaux et compagnie. Artspace Shipbreak. Merci. Et est-ce que les futures tendances de Focus narratif, coop, multi, solo, monde ouvert, autres, et ça c'est Far Ketchup qui le demande. En fait, on a une chance énorme à Focus, c'est que justement le range dans lequel les ranges de budget de propositions dans lesquels on travaille nous permettent vraiment d'être genre et tendance agnostique. C'est vraiment une force qu'on a, et ça c'est quelque chose qu'on a envie de préserver. On a fait du RTS, on a fait du jeu narratif, on a fait du puzzle platformer, on a des Metroidvania en cours, des third person action games, des jeux de simu. On faisait quand même Farming Simulator pendant longtemps. Ouais, c'est vrai. Avec SnowRunner récemment, qui est un de nos plus gros succès. Ouais, c'est fou ça d'ailleurs. C'est incroyable. Tout le monde en a parlé, en stream et tout. Je voyais tout le monde qui en parlait. C'était fou ça. Vous y attendiez à ça? Bah oui, tout à fait. Ah parce ouais, qu'en vous y fait, attendiez? En tout cas, on est ravis d'avoir confirmé nos attentes. Bien sûr. Mais on avait en fait fait du coup l'édition de Mud Runner, qui est fait par la même équipe avant que sorte SnowRunner, qui était déjà quand même un jeu avec une grosse fanbase. Et en fait, sur SnowRunner, on a vraiment poussé les potards à fond. En fait, il y a notre ligne simulation, on a envie qu'elle soit reconnue pour vraiment sa qualité. Il y a beaucoup dans le genre de la simulation, il y a énormément d'éditeurs, de développeurs qui sortent des jeux à moitié finis, mais qui ont une idée un peu rigolote ou douteuse, comme Bum Simulator ou Cop Simulator ou des trucs comme ça. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des jeux qui sortent du lot par leur qualité. Un jeu comme SnowRunner, c'est un jeu qui a plus de 80 en métacritique, c'est extrêmement rare pour un jeu de simu. Donc ça, vraiment, ça nous plaît. Moi, personnellement, ça m'excite énormément. Je ne suis pas un joueur de simu à la base, comme je te le disais, mais par contre, c'est vrai que je suis extrêmement fier d'avoir pu donner des jeux de cette qualité-là dans le genre de la simulation, où vraiment il y a un travail incroyable qui est fait sur la physique et la façon dont va être gérée la boue, la friction, les roues, la météo. C'est un travail exceptionnel. Et franchement, c'est drôle parce qu'on avait fait un trailer de SnowRunner justement qui faisait un petit peu une allusion à Death Stranding. C'était un peu une parodie de Death Stranding, mais finalement, ils sortent à peu près en même temps, mais finalement, c'est exactement ça, SnowRunner. C'est la promesse que tu as dans Death Stranding, tu l'as aussi dans SnowRunner, quoi. Explorer des grandes contrées, trouver du matériel, créer des routes, c'est vraiment génial, quoi. Et tout ça en coop en plus. Excellent. Et alors, il a dit, il me semble, tu as dit que vous étiez à peu près 300 chez Focus? Ouais, alors on a vraiment envie de... À la base, Focus, on était distributeur, éditeur, et au fil du temps, on est vraiment devenu éditeur en premier, distributeur en second. Et aujourd'hui, on a envie de devenir éditeur-développeur. Donc de créer nous-mêmes les jeux. En interne. Ouais, voilà, donc genre, ça serait marqué que Focus, pas Focus non, avec... c'est pas ça. Non, c'est qu'en fait, on verra, on a des projets peut-être de créer des équipes from scratch, comme on dit, mais aujourd'hui, ça passe plutôt pour l'acquisition de studios avec lesquels on a vraiment une super sensibilité, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est le cas, par exemple, avec Deck 13. Deck 13, aujourd'hui, est un studio Focus. Ah, ok. Ah ben, tu vois. Donc, je ne savais pas. Atlas Fallen, c'est le premier jeu développé par un studio interne Focus. Donc voilà, on est très, 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 très fiers. Donc cet après-midi, ça va être un bon rendez-vous. Ah là là. Oui, alors, c'est Cool Jenny qui dit qu'il n'a pas compris, en fait, les points négatifs avec le Game Pass, par exemple. Les points négatifs, c'est que tu vas forcément avoir une cannibalisation des ventes. Ça veut dire que déjà, tu sais que si ton jeu est sur Game Pass, tu vas pas en vendre sur Xbox parce que la plupart des utilisateurs vont avoir le Game Pass. Aujourd'hui, on voit une tendance qui commence à changer. Il y a quand même de plus en plus d'utilisateurs Game Pass PC. D'ailleurs, moi, le premier. À la base, j'étais un fervent défenseur de Steam, hardcore gamer, je veux mes jeux, etc. Et à la sortie d'Age of Empires 4, je l'ai pris sur Game Pass et j'ai eu l'impression limite de voler Microsoft. Pour 1 euro premier mois, Age of Empires 4, j'ai adoré ce jeu. Et je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même génial, quoi. T'as ça, t'as Grounded, t'as Plague Tale, t'as plein de jeux excellents. Donc forcément, je pense que plus les gens seront au courant du Game Pass, surtout dans la sphère PC, plus il va y avoir de cannibalisation sur les ventes Steam, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc les inconvénients, c'est que en fait, quelque part, il y a un peu un pari. Ça veut dire que tu vas avoir, on va dire,
une certaine somme, un certain financement qui va être donné et garanti immédiatement. Par contre, si ton jeu en fait fait un soleil incroyable et devient le hit de l'année, j'en sais rien, un Among Us, un Phasmophobia ou un Valheim ou des jeux comme ça, bah là, si tu es sur Game Pass, voilà. Tu auras perdu un petit peu, quoi. Beaucoup. Même beaucoup. Si dans le cas d'un succès interplanétaire comme Valheim, par exemple, tu aurais perdu beaucoup. Ouais. Et j'avais une autre question que j'ai oubliée. C'est pour ça que j'interromps les gens tout le temps, parce que en fait, moi j'ai une question qui me vient en tête, et puis après ça sort. En tout cas, Focus depuis quelques années, hein, je dirais, mais si tu veux, c'est un nom qui est de plus en plus rayonnant de point de vue global. Et d'ailleurs, aux Game Awards là, qui auront lieu dans pas très longtemps, vous êtes. On va bien rayonner, ouais. C'est vraiment historique pour Focus. Et pour ça, là, je suis très très excité pour la semaine prochaine. On va y aller avec Asobo sur place. Et on a 5 nominations pour Plectel, dont la nomination Reine, qui est la nomination Game of the Year. Donc, c'est vrai que quand tu vois notre jeu à côté d'Elden Ring et de God of War, tu te dis genre, waouh, c'est vraiment un super achievement. Et en plus de ça, Dotemu maintenant fait partie aussi de la famille Focus. On parlait de Deck 13, mais il y a Dotemu aussi, qui a du coup édité le jeu Tortue Ninja, et aussi nominé dans 2 catégories, avec du coup le Best Multiplayer Game et le Best Action Game. Donc là, on a 7 nominations pour le groupe Focus, c'est énorme. Et en plus de ça, il y aura peut-être des nouveaux trailers, des petits reveals, des choses comme ça aussi. Donc, on va bien regarder tout ça. Ouais. Et on arrive quasiment à la fin, mais je me demandais, et Dotemu éditeur, Focus publisher et éditeur. Oui, alors éditeur et publisher, c'est la même chose. Voilà, mais du coup, Dotemu, quand tu dis qu'ils font partie de la famille Focus, ça veut dire qu'ils se placent où En fait, ils sont, en gros, on va dire que la maison mère, c'est le groupe Focus, à l'intérieur duquel il y a Focus Entertainment. Donc là, ça va être le Focus que tu connais, dont on parle. Il va y avoir Dotemu, qui est spécialisé plutôt, du coup, qui fait de l'édition aussi. Donc on est proche de Focus en termes de cœur de métier. Par contre, eux, ils ont vraiment une spécialisation sur l'adaptation de jeux rétro, sur tout ce qui va jouer sur la carte de la nostalgie, et franchement, c'est les meilleurs pour ça, quoi. Donc on n'est pas vraiment sur les mêmes segments, mais bien sûr, ça crée des synergies qui sont excellentes. Et Dotemu, par contre, eux, ils ont quand même des développeurs en interne aussi, donc on peut bénéficier de leur expérience. Et par exemple, un jeu comme Windjammer 2, c'est développé en interne chez Dotemu. Ok. Eh bien, écoute, il est 13h30, j'ai l'impression qu'on est très ponctuel. En tout cas, merci Décile, c'était un plaisir. Merci, avec plaisir, et puis passe quand tu veux à Focus. Alors ça, vous avez entendu, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je viendrai parce que ça marche. En plus je connais quelques personnes là-bas. Écoutez, les amis. T'as le bonjour de Naïla. Parfait, merci beaucoup. Merci, salut tout le monde. Salut. Bon les amis, j'en profite, moi je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. On parlera de Star Ocean, parce qu'il faut qu'on en parle. C'était cool, ça vous a fait plaisir? Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour une quotidienne gaming. Et demain, c'est l'âme, comme d'habitude, pour la quotidienne tech sur les NUM. Allez, ciao!